Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, l'ancien maire de Lyon, Georges Kepenekian. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez samedi dernier à la manifestation de soutien à l'Ukraine. Pour vous, c'était important d'y être ? Ah oui, oui, c'était... On prend cette formule, on est tous ukrainiens, comme on a pu dire, on est tous arméniens à d'autres moments de tragédie ou d'autres événements. Je pense que plus que jamais, il faut que les démocraties, nos peuples, et pas seulement en France, pas seulement à Lyon, mais dans toute l'Europe et au-delà, prennent conscience qu'il se passe quelque chose de grave. C'est pas juste une petite affaire de règlement intérieur entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'on revisiterait l'histoire. Enfin, des mots invraisemblables ont été utilisés. La dénazification de l'Ukraine, le génocide dans le Donbass. Non, mais des mots qui ont du sens dans nos sociétés depuis 50, 60 ans. Eh bien, moi qui suis aussi particulièrement sensible à ces questions, c'est les combats de toute une vie, de la reconnaissance du génocide et de tous les génocides. Le mémorial qu'on a érigé, place Antonin-Poncet, il est aussi dédié à l'Holodomor quand les Ukrainiens, dans les années 30, ont été affamés. C'est 3 millions de morts. Le système soviétique a délibérément fait cela. On affichait il y a eu des affichettes dans les rues de Kiev à ce moment-là pour rappeler qu'il était interdit de manger de la viande humaine. C'est ça le système soviétique, c'est ça qu'on a eu en héritage. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, une forme de sauvagerie, je vais employer ce terme, on l'a connu en Tchétchénie, on l'a connu dans d'autres guerres, eh bien, revient au goût du jour. La question, elle n'est pas... Pour vous, c'est Poutine qu'on est le responsable. Ah, mais Poutine est 100% responsable. Poutine, je ne sais même pas avec qui il travaille. Vous avez vu ces images avec son chef des services secrets extérieurs qui dit « je soutiendrai ». Il dit « non, tu soutiens ou tu soutiens pas ?» Non, mais c'est la dictature. Une forme de gouvernement est absolument invraisemblable. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons manifester, nous, en France. Mais un Russe, il y a eu 2400 arrestations en 2 jours parce que les types se promenaient avec un petit bout de drapeau ou juste une affichette. Système répressif, à nos portes. Et c'est un modèle qui veut être exporté avec quelques autres grands pays de dictature qui pensent que nos systèmes sont à bout de souffle, que nous ne gérons pas toutes nos contradictions et qu'il est temps qu'un ordre mondial nouveau s'installe. On connaît vos attaches avec l'Arménie. Vous avez suivi naturellement avec équité le conflit au Karabakh en 2020. Au final, les Russes sont intervenus pour restaurer la paix, mais dans une forme de double jeu, selon vous. Mais c'est un autre cas de la complexité. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir une compréhension globale de ce qui se passe dans ce coin du monde. Oui, Poutine utilise un pays de l'OTAN, pas le moindre, la Turquie, pays membre de l'OTAN, une des plus puissantes armées en place dans le Moyen-Orient, et il le laisse entrer dans son territoire sacré où l'Europe ne doit pas entrer. Il laisse entrer un pays membre de l'OTAN pour aller faire la guerre au Karabakh, écraser finalement les Arméniens. Et juste à la fin, il réunit... Rappelle, le Haut-Karabakh, c'est une enclave arménienne. Oui, une enclave arménienne au sein de l'Azerbaïdjan qui est à l'origine d'un conflit depuis les années 90 et qui a fait déjà beaucoup de morts. Là, c'est 4000 morts. 4000 jeunes sont partis dans des conditions épouvantables. Nous sommes en train de construire un centre de réhabilitation avec la Fondation Mérieux au cœur du Karabakh. Croyez-moi, c'est important. Donc, il fait quoi? Quand la Turquie, qui a demandé de pouvoir ouvrir des voies pour que de la Turquie au Nakhitchevan, à travers l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le rêve pantouranien, panturquiste de la Turquie est réalisé pour aller jusqu'aux confins de la Chine, vers les Ouïghours. Tous ces pays d'Asie centrale sont turcophones, sauf l'Ouzbékistan. Et quand Erdogan espère tirer les marrons du feu et de s'installer dans le coin, là, Poutine lui dit non, c'est que l'armée russe qui s'installe et qui est force de protection du Karabakh. Il a laissé rentrer les Turcs pour aider l'Azerbaïdjan à réprimer cette région arménienne. Et ensuite, c'est l'armée russe qui est intervenue, qui a installé... Et il dit non, mais il n'y a que moi qui m'installe. Et donc là, oui, encore heureux,
il faut le reconnaître, aujourd'hui, les troupes russes protègent les Arméniens du Karabakh contre les exactions de l'Azerbaïdjan. Il y a des morts quasiment toutes les semaines. Emmanuel Macron était intervenu Oui. à ce moment-là dans ce conflit. On sait que vous avez échangé avec lui Oui. à ce moment-là. Ça lui a donné quand même une idée de la duplicité de Vladimir Poutine. Ah mais complètement, parce que la France est coprésidente avec les États-Unis et la Russie du groupe de Minsk qui gère ce problème. Et le 7 novembre, le président Macron a un entretien avec Poutine parce qu'il s'occupe de 7 novembre 2020. 2020, pardon, pour régler la question. Et le traité de cessez-le-feu est signé le 9 novembre au Kremlin. Poutine appelle Pachinian et Aliyev et il leur oblige à signer un cessez-le-feu. Le 7 novembre, quand Macron parle avec lui pendant plus d'une heure, Poutine ne lui dit pas qu'il est en train de préparer ce cessez-le-feu. Il a un mépris complet de tout, c'est pas de Macron seulement, de tout le monde. C'est quand même un mode qu'on a du mal à imaginer avec nos clés d'explication dans nos sociétés. Comment Emmanuel Macron a pu autant se faire avoir sur la crise ukrainienne ? Je ne crois pas qu'il se soit fait avoir. Sincèrement, il a joué le jeu de chercher une conciliation, les 5 heures. Quand on lit de ci, de là les commentaires qu'il fait de cet homme de plus en plus fermé en lui-même, non, je pense qu'il a essayé logiquement. Il a pu croire peut-être un peu facilement que c'était à deux doigts, mais je sais que le président Macron est conscient de la duplicité de Poutine, comme celle de Erdogan. Je cite Erdogan, enfin quand même, vous vous rappelez, Erdogan lui a conseillé d'aller se faire soigner par un neuropsychiatre. Donc on est face à des hommes, et comme notre mémoire s'imprime pas, il y a tous les jours des événements, on n'a plus le temps de regarder un peu ce qui se fait dans le temps long. Et du coup, on ne comprend pas les stratégies profondes qui sont en œuvre ici et au-delà du pays. Je crois que nous avons besoin de se poser, pas seulement de réagir émotionnellement, mais aussi d'avoir des analyses sérieuses avec ce qui se passe dans ce coin du monde. Parce qu'au final, c'est nos modèles qui sont attaqués. Monsieur Poutine ne peut pas imaginer que ce soit Maïdan, que ce soit la Géorgie, que ce soit l'Arménie, que des gens préconisent des systèmes démocratiques, parce que ça le met en danger. N'oubliez pas que ces hommes, ex-KGBistes, ont vécu ce que la perestroïka, qui était un grand espoir, et la glasnost ont généré, c'est-à-dire l'implosion du système soviétique. C'est pas l'OTAN qui a fait péter l'URSS. Il faudrait arrêter ça. C'est eux-mêmes. Et c'est pour ça que je pense que les forces vont venir du peuple russe, parce qu'à un moment, ils vont quand même comprendre que les modes de vie qu'on leur offre aujourd'hui ne sont pas les bons. Je ne pense pas que les Russes, fondamentalement, soient antidémocratiques. On entend beaucoup l'antenne d'une humiliation de la Russie depuis 30 ans, depuis la chute du mur, et le fait qu'on n'ait pas suffisamment ouvert notre économie à la Russie, et donc offert une alternative de développement, ce n'est pas quelque chose dans lequel vous croyez? Non, on a offert un siège au sein du G8, des accords commerciaux ont été faits, on aurait peut-être pu faire plus, mais encore une fois, on sortait d'une longue période de guerre froide. C'est pas là le problème. Est-ce qu'on mesure toutes les humiliations des peuples qui l'entourent que Poutine inflige? Le Kazakhstan, les gens ont essayé de manifester là. Pardon, la Biélorussie, il y a eu des manifs, mais vous avez vu, il a envoyé 2500 personnes au Kazakhstan. C'est impossible que le Kazakhstan se démocratise. C'est impossible que la Biélorussie se démocratise. Donc l'humiliation, elle est d'abord chez lui. Pourquoi on devrait, nous, se culpabiliser d'une humiliation? Je pense que ça, c'est un discours qu'on a construit qui est un peu dans la veine de... voilà, on regrette. Hein, au lieu de chercher des explications un peu plus rationnelles, je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu écrire une autre histoire. Peut-être, je ne rentre pas là-dedans. Mais la dominante, c'est quand même la violence. On a déjà oublié comment Poutine, grand chef de guerre, a écrasé la Tchétchénie, des tonnes de bombes sur Grozny. On oublie tout ça. Votre successeur à la mairie de Lyon, Grégory Doucet, a d'abord appelé la cessation des combats, puis peut-être plus dans le cadre de ses compétences, a annoncé que la ville serait candidate à accueillir des réfugiés ukrainiens. Est-ce qu'il a bien réagi? Qu'est-ce que peut faire un maire de Lyon
face à une crise telle que celle-là? Je crois que c'est ce que l'initiative qui a été prise de faire une grande manif place Bellecour me paraît aller dans le bon sens, proposer d'accueillir des réfugiés. Ok, comment dire, ça envoie un message, mais c'est un peu désuet par rapport à ce qui se passe. Les Ukrainiens n'ont pas d'abord envie de quitter leur pays. Hein, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y en a qui les renvoient en disant c'est là-bas que ça se passe. Donc très bien, c'est ce que la ville peut faire, montrer sa solidarité et montrer que Lyon a une histoire par rapport à toutes ces causes, que ce soit les Arméniens dont je citais, que ce soit les Ukrainiens. Il y a des associations extrêmement actives à Lyon avec lesquelles nous avons travaillé pour les reconnaissances du génocide. Vous savez que l'Holodomor n'est pas inscrite comme une histoire de génocide. Donc ce travail dans notre ville, il y a une histoire particulière. Donc c'est bien qu'on le fasse. Mais c'est bien aussi que politiquement, on aille plus loin. Vous voyez, il y avait l'idée d'inscrire le Karabakh comme une demande, une candidature ou une déclaration de la part de l'Europe de la reconnaissance des jurés de son autonomie et de son indépendance. Bon, ça, on en a parlé, puis c'est fini, on n'en parle plus. J'espère que l'idée de faire un strapontin provisoire pour que l'Ukraine adhère à l'Europe un jour ou l'autre, quand elle se sera mise en ordre, parce que tout ne va pas non plus bien qu'en Ukraine. Enfin, on ne rentre pas dans l'Europe comme ça, déjà c'est compliqué, mais c'est des actes symboliques. Ce n'est pas le temps dont on parle, c'est l'Europe, c'est la démocratie, c'est des valeurs qui nous unissent. Et au moins, Poutine aura réussi une chose, c'est refaire ce qu'on n'avait pas depuis des décennies, peut-être une Europe qui devient cohérente avec ses valeurs. Et revenons sur la question des réfugiés. Quand vous entendez un candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, dire que lui, président, il n'en accueillera pas, comment vous réagissez? Je n'avais pas compris qu'il était candidat à la présidentielle. Non, je blague. Non, no comment. C'est indigne. Non, mais c'est indigne. Il en a rien à foutre de ces questions, ce qu'il veut. Il l'a dit, il admirait Poutine parce que c'était un chef d'État patriote. Et c'est quoi le patriotisme? C'est d'écraser tout ce qui est autour de vous. Même De Gaulle se méfiait du nationalisme, parce que le nationalisme poussé à son extrême est une arme de guerre. Donc, no comment. Georges Kepenekian, on a entendu que vous étiez un homme en colère aujourd'hui. On vous réinvitera pour parler de votre dernier livre, Hippocrate, les territoires. Mais juste un dernier mot sur l'élection présidentielle. Vous étiez un petit peu éloigné d'Emmanuel Macron. Finalement, vous avez signé un appel à son soutien. C'est un soutien qui est quand même assez mesuré, faute de mieux. La question, elle est claire. J'ai adhéré, j'ai soutenu, j'ai été enthousiaste en 2016, 2017. Voilà, des promesses ont été réalisées, plus qu'on ne pourrait le penser. Je pense même que des actes qu'on classerait à gauche ont été pris par Emmanuel Macron. Le problème, c'est que même ce qu'il a fait à tendance gauche, il n'en parle pas trop parce que la France est à droite. Donc, ce principe de réalité d'une gauche qui n'est plus dans le paysage, je crois que comme tout président de la République, et on est sensible au rapport de force. Donc il faut reconstruire une gauche, qu'elle soit au sein du mouvement de Macron ou à côté. Voilà, donc il faut que des choses bougent dans notre pays. Je parlais de la question sociale qui est majeure après cette période. Pour vous, il faut refonder une gauche, mais en votant Emmanuel Macron. Absolument. Georges Kepenekian, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.